Bienvenue à ce dernier numéro de la semaine, mesdames et messieurs, Actu 60 sur votre chaîne partenaire de l'excellence Kinactu Télévision, prête à vous servir une émission à bâton rompu, un seul invité sur ce plateau, sur plusieurs questions. Nous allons commencer sur son parti politique, un parti panafricain. Nous allons parler un peu du panafricanisme. Qu'entend-il par le panafricanisme? Parler sur cette question qui bat son plein, qui fait rage sur la toile, qui n'est rien d'autre que la révision constitutionnelle, la gestion de la ville de Kinshasa, le social des Congolais et comment relever l'entrepreneuriat de jeunes. Mesdames et messieurs, il s'agit bien de M. Nekunda Yaba, le président du parti politique à Congo, un parti panafricain. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. M. Nekunda, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. La santé, ça va? Ça va très bien. Après une longue conversation, aujourd'hui quand même, vous avez réalisé votre parole. C'est ça qui fait l'homme, le respect de sa parole. Non, mais c'est un plaisir pour nous d'être ici sur ce plateau pour partager avec le téléspectateur. Donc pour nous, c'est un grand plaisir, surtout qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Vous revenez de l'Europe, vous passez beaucoup de temps en Europe, vous êtes revenu à Kinshasa. Comment vous avez trouvé la RDC avant d'entrer dans notre vif du sujet? Il y a beaucoup de choses à dire sur le pays et beaucoup de problèmes à résoudre dans le pays. Et bon, déjà la situation des embouteillages qui nous dérange spécialement dans la ville de Kinshasa, c'est vraiment une casse-tête. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de problèmes à relever au niveau des routes, de la circulation, donc voilà, au niveau de l'électricité, la fourniture de l'eau potable, etc. Donc la situation sociale qui n'est pas bonne du tout. Donc il y a beaucoup de choses en tout cas. Donc, et je pense qu'on aura toujours le temps d'en parler. Oui, oui. Vous êtes le président d'un parti panafricain à Congo. Pourquoi à Congo? À Congo d'ailleurs veut dire quoi? À Congo, c'est le nom de Dieu, c'est le nom du Créateur dans les langues africaines. Dans la langue africaine, c'est Mbuza? Plusieurs langues en Kikongo également, et je pense que aussi dans plusieurs langues et également au niveau de l'Égypte antique. Dieu, c'est l'appellation des dieux chez nous au niveau de l'Égypte même. Aujourd'hui, on parle des États actuels. Donc, on a le Congo où on a plusieurs tribus, s'il faut dire comme ça. Et donc, voilà, dans quelques tribus, si vous allez entendre quelques peuples appeler Dieu à Congo. Donc, à Congo qui signifie aussi... donc, c'est aussi l'union. Ça relève aussi de Congo. Donc Congo aussi qui signifie union. Attendez, soyez un peu pragmatique. À Congo qui veut dire Dieu, parce que moi je sais, chez le Ngombe, chez le Mbuza, ils appellent Dieu à Congo Mongali, à Congo. Mais quelle liaison, quel rapport entre Dieu et le parti politique? Pourquoi ce raccordement frauduleux? Oui, donc pourquoi? Parce que notre parti, c'est un parti de l'unité. C'est un parti qui veut réunir tout d'abord le peuple du Congo, qu'on appelle le peuple du Congo, que nous appelons le peuple du Congo, parce que déjà le terme Congo, c'est un terme fabriqué, ou c'est une déformation des Européens. Et pour nous, c'est le Congo. Raison pour laquelle vous allez voir, je vais me référer sur le Congo généralement au lieu de dire Congo avec C. Donc c'est dans ce sens-là. En fait, il y a un lien direct avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand on dit Dieu chez nous, c'est tout d'abord l'unité. C'est lui qui rassemble tout le peuple. Et notre parti politique, c'est un parti qui veut rassembler tout d'abord le peuple de notre pays, mais aussi le peuple de l'Afrique. C'est pourquoi c'est un parti panafricain. Qu'entendez-vous du panafricanisme? Le panafricanisme, pour nous, c'est être ensemble entre nous, Africains. C'est mettre en avant tout d'abord l'Afrique, les intérêts de l'Afrique. Donc pour nous,
nous visons toujours, nous pensons que nous avons beaucoup à faire entre nous. Nous pouvons développer l'Afrique en nouant des relations vraiment solides entre nous, les Africains, donc le pays de l'Afrique. Donc nous croyons fermement aux valeurs que nous avons en Afrique, mais aussi donc, à cette union entre nous, Africains, la coopération entre nous, Africains, en premier lieu, avant de penser, parce que la coopération peut se faire avec d'autres peuples, en dehors de l'Afrique, en dehors du continent, mais entre nous, tout d'abord, Africains, nous devons nous réunir, nous devons créer des liens solides, nous devons créer des coopérations qui vont nous permettre de développer nos pays, mais aussi développer les continents africains. Mais attendez un peu, lorsque vous parlez du panafricanisme, oui, il est certes que le panafricanisme, c'est une vision qui est liée à la fois liée sur l'économie, le social, la vision culturelle, politique aussi, pour l'émancipation des Africains, ou encore un mouvement politique lié au en fait, j'aimerais savoir pourquoi lorsque vous parlez du panafricanisme, c'est toujours c'est en rapport avec la tradition. On a tendance à voir que c'est lié à la tradition. Moi, je pense que c'est peut-être une perception erronée du panafricanisme, parce qu'il n'y a pas seulement un secteur, mais la tradition, la culture, c'est un élément principal. Comme vous n'avez pas de prénom. C'est un élément principal au niveau du panafricanisme, mais il y a beaucoup plus d'éléments, comme vous avez souligné, au niveau de l'économie, au niveau de la science, etc. Mais on ne peut pas développer un pays ou une société en rejetant, ou soit en négligeant la culture, parce que la culture est le centre de tout. Mais aussi vous relevez plus la culture, plus la tradition, vous comprenez. Comme je dis en lingala, c'est plus le bokoko qui est relevé. Il y a même certains partis politiques dont je tais les noms qui sont, entre guillemets, partis panafricanistes. Ils sont plus dans le bokoko, dans la tradition. Vous voyez, des fois, ils sont même prêts à refuter la langue française. En oubliant que c'est une langue administrative, vous voyez. Nous allons parler de ça, nous allons en discuter, même quand nous allons parler de la Constitution. Comme je disais, c'est une perception peut-être erronée, mais on ne peut pas écarter le côté culturel, le côté tradition, parce que c'est la base de nos valeurs. C'est au niveau de la culture qu'on puise même beaucoup de choses qui vont nous permettre même de bien se communiquer, de bien communiquer plutôt, de bien diriger la société, parce que dans notre culture, c'est là où nous trouvons le valeur de la solidarité, par exemple, les valeurs de la bonne gouvernance. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans nos sociétés anciennes, les gens ne mouraient pas de faim, parce qu'il y avait une très bonne gouvernance. C'est pourquoi nous, même à Congo, c'est là où nous puisons notre inspiration pour pouvoir diriger ou soit proposer des solutions qui vont aider notre pays à développer. Donc, c'est pas seulement du côté culturel, mais sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, etc. Donc, il y a plusieurs domaines en même temps qui regroupent le panafricanisme. Quelle est la vision principale de votre parti? Nous, notre vision, c'est tout d'abord, nous visons l'intérêt supérieur de la population du Congo et la population de l'Afrique. Nous visons le mieux-être de la population, mais en se servant de valeurs culturelles, comme je venais de le dire, de valeurs culturelles et de valeurs traditionnelles africaines, qui sont le socle de la bonne gouvernance, le socle de la solidarité et de l'harmonie dans la société. Nous, à Congo, nous pensons et nous sommes convaincus que nous avons besoin de l'indépendance spirituelle, nous avons besoin de l'indépendance politique, nous avons besoin de l'indépendance scientifique et économique pour pouvoir développer notre pays et développer l'Afrique. Donc nous nous mettons en avant
la technologie, la science, qui est généralement négligée en Afrique. Nous mettons en avant la technologie, la science pour pouvoir développer notre société, donc notre pays, le Congo, et aussi développer l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes un pays, plutôt un mouvement politique panafricain, parce que nous, c'est tout d'abord le Congo, et après, nous pensons à l'Afrique parce que... Et le fétichisme. Et le Congo, parce que le Congo joue un très grand rôle en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi Frantz Fanon a dit que le Congo et l'Afrique a la forme de la gâchette et plutôt à la forme d'un revolver. Mes excuses. L'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo, donc au Congo, en République démocratique du Congo. C'est pourquoi tout le monde attend de nous. Donc même les politiciens de plusieurs pays d'Afrique attendent de nous parce qu'ils savent que le développement de l'Afrique part du Congo. Même aujourd'hui, c'est le Congo qui nourrit le monde dans plusieurs sens. C'est le Congo qui alimente le monde entier au niveau des minéraux, etc. Donc nous avons un très grand rôle à jouer au niveau donc, de l'Afrique et au niveau du monde. C'est pourquoi nous nous considérons en tant que mouvement politique panafricain. Donc nous avons cette responsabilité qui ne se limite pas au niveau du Congo, mais qui va au-delà de frontières, mais qui va jusqu'au... Voilà. Laissez-moi vous relancer. Vous ne voyez pas que vous créez des barrières vous-même, dans le sens que, est-ce que vous avez... Apparemment, vous n'avez pas assez de membres dans vos partis politiques, parce que les gens ont tendance de voir qu'un parti panafricain lié plus à la tradition, on voit le fétiche, quand on parle des bokoko, de la tradition, c'est plus le bongangal, c'est plus du fétichisme. Vous ne voyez pas que ça constitue une barrière pour vous? Ouais, comme je disais, c'est une mauvaise définition du panafricanisme tout d'abord. Donc nous, quand vous dites que on n'a pas beaucoup de membres, je pense que peut-être que vous vous référez à certains partis politiques déjà existants. Je ne connais pas assez le nombre de membres qu'ont d'autres partis politiques. Mais nous sommes un jeune parti. Nous venons de commencer. Donc, juste en commençant, en lançant le parti politique, et il y a vraiment l'engouement où on a beaucoup d'adhésions, bien qu'on n'a pas encore commencé à faire la promotion. Déjà aujourd'hui, moi, je suis ravi d'être ici parce que c'est un honneur pour moi, parce que c'est une première émission que nous faisons en tant que mouvement politique. Nous sommes honorés aussi. Voilà, donc en tant que mouvement politique, un nouveau mouvement politique. Donc nous venons juste de commencer, et même au niveau médiatique, nous venons juste de commencer. Donc je pense que ça ne nous concerne pas. Donc nous avons une autre vision, nous avons une autre façon de voir les choses. Déjà, en se référant à la vision de notre mouvement politique, en voyant les idées de notre mouvement politique, en lisant nos documents, vous allez voir qu'il y a une différence, il y a une nouveauté, il y a quelque chose d'autre qui vraiment va susciter de l'espoir au niveau de notre pays et du continent africain. En parlant de valeurs culturelles, des valeurs africaines, ou vous insinuez quoi? Les valeurs africaines, les valeurs culturelles, donc il y en a plusieurs. Donc s'il faut citer, on parle du point de vue linguistique. Déjà, c'est des valeurs qui font la force. Donc, la force d'un peuple, c'est au niveau de sa culture, c'est au niveau de sa langue. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que, par exemple, le peuple français, malgré donc, leur langue est parlée au-delà de frontières françaises, c'est ce qui fait la force de la France aujourd'hui. Et même l'Angleterre, le Royaume-Uni, là où je réside, ça fait plusieurs années, leur langue fait la force de leur pays. C'est des éléments que nous négligeons généralement dans nos pays au niveau de l'Afrique. C'est pourquoi nous parlons de la vraie indépendance que nous voulons instaurer dans notre pays en Afrique. Parce que quand quand on dit être indépendant, mais en réalité, on n'est pas indépendant, même sur le plan linguistique, etc. On va revenir là-dessus, parce que vous avez mentionné de refus de la langue française, peut-être oui, par d'autres panafricanistes. Donc, je pense que c'est pas question je ne sais pas si on doit dire refus
refus, mais c'est juste question d'être fier de ces valeurs, parce que je ne sais pas si le peuple français ou le peuple anglophone, là où ils seront fiers de Lingala, du Congo, de Chiluba, de Swahili, etc. Je ne sais pas. Même le peuple chinois, je ne sais pas s'ils seront fiers de la langue de Lingala ou J'ai le déjà français. vu une vidéo d'une dame française, australienne je crois, qui n'a jamais été ici en RDC, mais elle parle bien le Lingala. Non, la langue peut être parlée. Elle a dit que je suis fière, je l'ai apprise à l'école. Ouais. Ça, c'est au niveau individuel. Maintenant, nous parlons au niveau étatique, au niveau des institutions, au niveau, voilà, par exemple, les Français qui vont adopter le Lingala comme langue officielle. Voilà. Je ne sais pas. Ou les Chinois qui vont adopter le Kikongo comme langue officielle. Lorsqu'ils viennent ici, ils en parlent, ils partent aussi chez Non, eux là-bas, ils en parlent. Hein. C'est là où il y a la différence, c'est là où il y a la confusion. Quand on parle de la fierté de soi, cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas parler d'autres langues, mais on veut valoriser premièrement nos langues, et puis on peut parler d'autres langues, c'est de vecteurs de communication. On ne refuse pas. Moi, par exemple, je suis fier d'être africain, je suis fier de parler le Lingala, donc dans le Bara Lingala. Malam ou Makasi, dans le Bara Kikongo. Vous avez même d'avoir un prénom français, un prénom américain. Voilà, je ne peux pas avoir de prénoms français, américains, chinois, etc. Parce que les Chinois ne sont pas fiers d'avoir des prénoms africains, etc. Donc, c'est ça où nous devons décoloniser notre population, donc nos États. C'est dans ce sens-là. Donc, on doit être fiers de nous, mais... Comme je disais, ça ne nous évite pas de parler d'autres langues. Par exemple, moi, je parle plusieurs langues étrangères. Je parle le français, je parle l'anglais, je parle le portugais. Et donc, voilà, c'est pas gênant, mais en premier lieu, je mets en avant le Kikongo, je mets en avant le Chiluba, je mets en avant le Lingala, les Swahili, par exemple. C'est ce que nous devons faire. Et voilà, quelle est l'idéologie de votre parti? Donc, notre idéologie, c'est résume, comme je venais de le dire, nous, à Congo, notre vision, c'est servir au niveau donc c'est servir de nos valeurs culturelles. Donc, ça tourne tout autour de ça, des éléments que j'ai déjà soulignés. Donc, notre idéologie, c'est servir des valeurs culturelles, traditionnelles africaines, qui vont nous permettre de développer notre société en se servant de la technologie, en se servant de la science pour pouvoir innover. Pourquoi? Parce que nous, en tant que Congo, par exemple, nous avons de minéraux qui alimentent le monde, comme je venais de le dire. Et bien pourquoi nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de développer notre pays pendant que les gens qui développent leur pays, leur pays se servent de nos minéraux. Donc pour nous, nous devons mettre l'accent sur la technologie, investir sur la technologie, investir sur la science en se servant des minéraux que nous avons, ce qui va nous permettre de créer et d'inventer, de créer pour nous permettre de développer notre société. Et voilà, votre parti se trouve à quelle tendance, quelle obédience politique? Vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes de l'opposition? Bon, je ne sais pas si on doit nous classer quelque part. Où êtes-vous situé? Nous venons de commencer, donc nous sommes un parti qui vient de naître, donc voilà. Combien d'années déjà? On vient de commencer, c'est un bébé qui vient de naître, même pas des années, donc c'est il y a quelques mois que nous venons de lancer nos activités. Je ne sais pas si on doit se situer quelque part, mais bon, d'emblée, nous ne sommes pas au pouvoir, on ne dirige pas le pays, et donc voilà, Mais vous devez quand même avoir le choix d'appartenance d'un camp, non? On va appartenir, on n'appartient pas déjà au pouvoir parce qu'on ne dirige pas. On vient de commencer, on ne dirige pas, on n'appartient pas au pouvoir. Bon, après, l'opposition, je ne sais pas si on doit dire qu'on est dans l'opposition telle que on nous a toujours vanté l'opposition, parce que nous, généralement, on voit un peu différemment, les choses différemment, si je vais me permettre de dire ça. On voit les choses un peu différemment parce que nous, quand on n'est pas au pouvoir, bon, si on doit dire qu'on est dans l'opposition comme c'est toujours présenté, mais dans cette opposition, ce n'est pas une opposition pour tout refuser. C'est-à-dire que
même si les gens qui sont au pouvoir font des choses qui sont quand même bien, on doit tout refuser. C'est pas notre façon de voir les choses. C'est pourquoi on évite souvent de se classer au niveau du pouvoir, au niveau de l'opposition. Nous sommes au milieu, nous sommes là pour la population, nous sommes là pour le bien-être, le mieux-être de la population. C'est le même discours avec ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition. Nous sommes là pour le peuple. C'est presque le même discours, il y a un échange. En tant que politicien, déjà, en tant que politique, c'est notre mission principale parce qu'on est là au service du pays, on est là au service de la population. C'est vrai que ces questions reviennent souvent parce qu'il y a eu beaucoup de discours et il n'y a pas eu de changement. Mais moi, je pense que donnez-nous le temps, vous allez voir par notre façon de voir les choses. Déjà, comme je disais, allez visiter notre site, nos réseaux sociaux, lisez sur Akongo. Vous allez voir que nous avons une autre façon de voir les choses. Nous avons d'autres stratégies que nous proposons qui n'ont jamais été exploitées. C'est pourquoi nous trouvons qu'on doit se référer sur les valeurs culturelles et traditionnelles africaines. Généralement, vous allez voir plusieurs mouvements politiques ou partis politiques qui sont tournés, qui ont des idées tournées ailleurs. Je pense qu'on va en discuter quand on va parler de la Constitution. Et je pense je ne veux pas. On entame déjà sur la Constitution. Ça fait rage, ça barde déjà. La révision ou le changement de la Constitution, où êtes-vous? Bon, notre position peut paraître différente de celle des autres. D'emblée, la question de la révision constitutionnelle, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui date de très longtemps déjà. Nous, en tant qu'à Congo, en tant que mouvement politique panafricain, nous n'appartenons à aucun, ni au niveau du pouvoir, ni au niveau de l'opposition. Nous voulons dire des choses comme il est faut. Parce que nous, en tant qu'à Congo, la révision constitutionnelle, ou soit carrément le changement de la Constitution, est très important pour nous. Donc, nous devons même changer cette Constitution. Nous devons, s'il faut parler de la révision, nous devons même réviser cette Constitution. Mais si... Vous n'avez pas de position fixe, s'il vous plaît. Je venais de le dire que nous devons réviser cette Constitution, ou soit changer la Constitution. Quelle est l'opportunité? Pour moi, il y a beaucoup de choses, ou soit pour nous, en tant que mouvement politique panafricain. Comme je disais, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Même si nous étions au service, donc nous étions au service du pays déjà, en dirigeant, on allait proposer même carrément le changement de la Constitution, parce que c'est une Constitution qui ne reflète pas nos valeurs. Parce que vous savez, le Congo, ou soit d'autres pays de l'Afrique, sont issus de la conférence du Congo, tout d'abord. Ce qu'on appelle la conférence de Berlin, généralement par défaut, les gens l'appellent conférence de Berlin. Ce n'est pas la conférence de Berlin, c'est la conférence du Congo. Et lors de la conférence du Congo en 1885, à Berlin, en Allemagne, on a divisé l'Afrique. Les Européens, les Occidentaux ont divisé l'Afrique sans notre consentement. Ils ne nous ont pas consultés. On n'a pas fait une réunion avec eux pour dire que voilà, on va diviser nos empires, nos royaumes pour avoir la République démocratique du Congo, l'Angola, les Gabon, etc. On n'était pas consultés, on n'avait pas donné notre approbation. C'était une force majeure qu'on a utilisée pour diviser l'Afrique. Alors, quand on a divisé l'Afrique, il y avait des lois qui étaient déjà imposées, des lois coloniales. Mais après, quand on a conquis les indépendances au niveau de l'Afrique, on a récupéré nos pays au niveau de main des Occidentaux, on n'a pas pu remettre un système qui nous ressemble, des lois qui nous ressemblent. On n'a fait que du copier-coller, on n'a fait que des constitutions qui sont des copies des constitutions de l'Europe, etc. Donc, ce qui veut dire, si depuis l'indépendance, on n'a pas pu mettre un système qui nous ressemble, des constitutions qui nous ressemblent, donc il est temps pour nous de voir
de se réunir, de parler pour mettre de côté la Constitution qui est la Constitution que j'ai dit de robots. Attendez, j'aimerais que vous soyez quand même précis. Tantôt, vous êtes pour le changement ou la révision de la Constitution. Vous voyez, on ne sait pas vous situer jusqu'à présent. De la même manière qu'on ne sait pas vous situer où vous êtes, dans quelle tendance, c'est la même position que vous donnez aussi par rapport à la Constitution. Par rapport à cette même Constitution-là, nous voulons savoir d'abord l'opportunité. On ne voit pas l'opportunité. Est-ce que si aujourd'hui on changeait la Constitution, n'est-ce pas nous allons avoir une autre République? Comme je le disais... Donc nous allons encore reculer en arrière. Il n'y a pas question de reculer, mais c'est question d'avancer. Les institutions vont tomber. Nous aurons une autre République. Non, mais faire tomber la Constitution, avoir une autre République, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça donnerait encore un autre mandat au chef de l'État. Non, on va parler de mandat. Je pense que y a beaucoup, les gens se trompent là-dessus. Nous, tout d'abord, pour préciser, nous sommes contre donner un autre mandat à Mbuta Tshilombo, le président de la République. Nous sommes contre pour donner un autre mandat. Pourquoi? Parce qu'il a déjà épuisé ses mandats. Il a fait le premier mandat, le deuxième mandat, comme le dit la Constitution. Même s'il faut faire la révision, si il y a lieu de faire la révision et que ça nécessite, par exemple, que l'on puisse modifier la durée du mandat d'un président de la République. Ça ne concerne pas le président qui vient d'épuiser ces deux mandats. Ça ne doit pas se passer comme ça. Donc, ça doit concerner nous, le futur dirigeant du pays, par exemple, à travers les élections qui vont venir. Maintenant, ça peut être appliqué. On ne doit pas associer le président de la République, Mbuta Tshilombo, dans cette histoire parce que lui a déjà épuisé ces deux mandats. Donc, il va finir d'ici là, il doit finir. Et puis, en 2028, on aura d'autres élections pour élire d'autres dirigeants. Les moments passés, l'UDPS, par le biais de, je sais pas, l'actuel ou le récent, je sais pas, parce que là-bas, actuellement, il y a le bicéphalisme au sein de ce parti politique. Il y a deux secrétaires généraux. Augustin Kabouya qui avait dit ils seront au pouvoir jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il propose 7 ans de mandat. Et voilà pourquoi on voit les velléités de s'éterniser au pouvoir. C'est ce qui fait la crainte de l'opposition et d'une frange de la société civile. Non, moi, je ne suis pas de l'UDPS, je ne connais pas le programme de l'UDPS. C'est l'UDPS qui est au pouvoir. Et très souvent, ça sort comme ça et puis les choses se concrétisent. Monsieur Kabouya n'est pas la constitution du pays, ce n'est pas lui qui change des lois dans le pays. Il est libre de tenir ses propos, ça ne concerne que lui, et il est responsable de ses propos. Mais moi, je pense que si l'UDPS plutôt, va dans ce sens-là, c'est déjà détruire le parti lui-même, parce que quand on parle du parti de la démocratie, je ne pense pas que ce sont des valeurs prônées par Mbuta Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je ne pense pas que c'est des valeurs, c'est une façon de bafouer même le combat de Mbuta Tshisekedi. Donc pour moi, je pense que, comme je disais, la révision constitutionnelle est importante. Comme vous avez dit, qu'on n'a pas de tendance, on a des tendances. Aujourd'hui, il y a question de révision, parce qu'on parle de la révision. C'est pourquoi je disais, si ça ne tenait qu'à nous, ça allait être le changement de la Constitution au lieu de la révision constitutionnelle. En tant que panafricain, le valeur qu'on a et ce qu'on a dans notre Constitution, il y a beaucoup de choses qui ne nous ressemblent pas. Quand vous parlez de l'opportunité, par exemple, on va parler des opportunités. D'emblée, en entrant dans la Constitution, en lisant la Constitution, déjà, l'article 1er, il y a beaucoup de choses qui ne nous ressemblent pas. Déjà, quand on parle du nom du pays, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, quand on parle du nom du pays, qui est la République démocratique du Congo plutôt, c'est quelque chose que nous devons réfléchir là-dessus. Le pays s'appelle le Congo. Qu'est-ce que signifie le Congo? Quelqu'un peut me dire la signification du Congo?
C'est quoi le Congo? Il n'y a pas de signification. Je ne sais pas. Et le Congo, c'est un nom, une déformation des Européens, des Occidentaux, et c'est resté comme ça. Comment un pays peut avoir un nom déformé? Donc, c'est-à-dire que nous allons en France, on trouve un territoire qui s'appelle la France, nous disons la France. Et puis les Français adoptent, ils commencent à appeler leur pays la France. Je ne sais pas, ça s'est fait où? Ça s'est fait dans quel pays de l'Europe ou en Asie et aux États-Unis? Non, nous devons avoir premièrement un nom qui nous ressemble. C'est des choses comme ça que nous devons modifier dans notre constitution. Vous ne craignez pas la balkanisation en changeant la constitution? Non, il n'y a pas question de balkanisation. On va en parler. Il n'y a pas question de balkanisation toujours, parce qu'il y a eu des changements des constitutions. Il y a eu c'est pas la première fois tout d'abord. Il y a eu des changements des constitutions. Il y a eu révision des constitutions. Ça n'a rien à voir au niveau. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des idées par rapport à la balkanisation. Je pense qu'il y a des choses que nous devons faire, même dans la Constitution, qui vont protéger notre pays, qui vont renforcer plutôt la protection de notre pays. Nekunda, laissez-moi vous relancer. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez parlé des embouteillages, c'est vrai, nous allons parler sur la gestion de la ville de Kinshasa. Le social des Congolais, nous allons en parler, rien n'y marche. Le panier de la ménagère s'en souffre sérieusement. C'est vrai, il y a gratuité de l'enseignement, mais avec quelle qualité? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez de la chance de trouver l'électricité. Nous travaillons sous... il y a quand même le split. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que le changement de la Constitution ou la révision est une priorité ou une urgence? C'est une priorité ou l'urgence, comme vous voulez, mais moi je pense que c'est nécessaire de réviser la Constitution. Pourquoi je dis... Soyez clair, c'est une priorité ou une urgence actuellement? C'est une priorité, changer ou modifier la Constitution. C'est là où on n'affecte pas la situation sociale ou économique du pays. Ça ne va pas nous faire reculer. Par contre, si nous mettons des lois solides qui nous correspondent, c'est ce qui va permettre à notre pays d'avancer. Comme je disais, il y a des éléments que nous négligeons, que les Européens ne négligent pas. Comme je disais, je parlais du nom du pays. C'est le nom du pays, c'est un aspect aussi spirituel que nous négligeons. Et quand vous incarnez un nom de la malédiction, ce nom va propager la malédiction dans le pays, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous revenez trop sur la spiritualité. Vous oubliez que nous sommes un pays laïque. Là, vous insinuez. Non, vous voulez dire quoi? Ça n'a rien à voir de la spiritualité. Ça n'a rien à voir de la spiritualité, mais je parle du côté spirituel parce qu'il y a la différence entre la spiritualité aussi et le côté spirituel. Parce que dans tout ce que nous faisons, même dans l'humain, il y a la partie esprit et la partie physique. Même le pays, en tant que soi, le pays a une partie spirituelle, a une partie physique. C'est beaucoup de choses que nous négligeons qui ne nous aident pas à pouvoir avancer dans notre pays. Donc pour nous, il y a des éléments, beaucoup d'éléments que nous devons toucher pour ne pas toujours tourner autour du nom du pays. Par exemple, quand on parle de langue, le langue, déjà d'emblée dans la Constitution, toujours, je pense que ça revient toujours au début de la Constitution, nous avons comme langue officielle le français. Comme je disais, ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas des Français. Comment pouvons-nous avoir une langue officielle, le français? On peut toujours utiliser le français dans notre pays, mais pour nous, avec une nouvelle Constitution, où nous allons proposer que nos langues qu'on appelle souvent les langues nationales, les 4 langues nationales, puissent être adoptées comme des langues officielles. Donc les langues qui seront utilisées dans l'administration, mais aussi au niveau de l'enseignement. Ce qui va permettre, même au niveau de l'enseignement, pour que les étudiants, les élèves, puissent bien assimiler la matière. Donc, c'est quelque chose d'important à toucher, qu'on néglige souvent pour nous. C'est des éléments très, très importants à toucher dans notre Constitution. Dans la même Constitution, nous avons l'aspect, par exemple, le propriétaire de terre, c'est que généralement nous appelons le Bakolo Mabele. Dans la Constitution actuelle,
c'est quoi? C'est où la place voilà, des autochtones, ce qu'on appelle Bakolo Mabele? Ils sont où? Nulle part, ils sont négligés. Or, quand on parle de la République démocratique du Congo, on parle de l'ensemble des terres. Mais ces terres-là ont ce qu'on appelle les Bakolo Mabele. Le propriétaire de ces terres-là, c'est à partir des notaires. Moi, je suis Kolo Mabele, comme on dit. Je suis Kolo Mabele au niveau de Sekebanza, au niveau de Matadi, etc. Je suis Kolo Mabele. Mais ce notaire, l'ensemble des notaires de plusieurs familles qui sont les propriétaires de terres, qui font la République démocratique du Congo. Mais où est la place des autorités traditionnelles? Ce sont des chefs coutumiers eux-mêmes qui ont torpillé cette question. C'est ce que nous sommes en train de dire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions, peut-être ça va nous amener un peu loin pour discuter autour des autorités coutumières, parce qu'il y a beaucoup de bavures aussi là-dessus, il y a beaucoup de déraillements au niveau des autorités traditionnelles actuelles, parce qu'il y a beaucoup de faux aussi, actuellement, il faut qu'on se les dise. Mais pour nous, comme je disais, nous jugeons important que l'on puisse accorder une place considérable en mettant en place des lois qu'il faut pour donner une place considérable aux autorités qu'on appelle traditionnelles, parce que c'est à partir de nous que nous avons la République démocratique du Congo. Ça peut être dans plusieurs sens, nous allons en discuter. Au-delà de ça, nous avons l'aspect par exemple, de la nationalité, qui est une question qui est fondamentale, qui est toujours négligée, qui est mise de côté. Nous avons connu plusieurs crises dans notre pays qui a fait que le fils de notre pays sorte du pays pour aller s'installer dans d'autres pays. Et nos frères de la diaspora, moi-même je suis de la diaspora, alimentent notre pays, nous contribuons dans l'essor de notre économie. Combien, voilà, si on va en termes de transferts d'argent qui se font chaque année, il y a beaucoup d'argent. Je ne sais pas dire de chiffres ici, mais plusieurs familles, par rapport à la crise qu'on a connue, ça fait plusieurs années, des décennies. Donc, ils ont toujours quelques personnes au niveau de la diaspora qui nourrissent ces familles. Mais ces gens-là sont négligés, sont mis à part. Il est certes que la diaspora aussi contribue alimentairement ici dans notre pays, mais le comble est que vous n'investissez pas. Ce sont plus des expatriés qui viennent investir. Nous allons parler des investissements. C'est pourquoi on doit tout d'abord opter pour la loi qui permet que nous puissions avoir plusieurs nationalités ou la double nationalité. Pourquoi? Parce que les Congolais qui ont acquis d'autres nationalités sont mis de côté, sont négligés. Et aujourd'hui, nous allons voir que ça fait déjà plusieurs années, les Congolais de la diaspora qui ont acquis d'autres nationalités sont contraints d'avoir des visas, payer des frais pour rentrer dans leur propre pays, madame. Moi, j'ai vécu cette histoire il y a un ami qui m'a demandé de l'aide pour récupérer son passeport parce qu'il devait venir au Congo. Il était obligé d'avoir de visa à l'époque de Kabila. Ça faisait plus d'un mois pour obtenir un visa pour aller dans son propre pays. Au-delà de ça, les Congolais de la diaspora qui ont acquis d'autres nationalités étaient obligés d'avoir une prise en charge, une invitation, une prise en charge pour venir ici dans sa propre terme, madame. C'est des choses vraiment que nous devons changer, qui n'aident pas notre pays. C'est ce qui décourage, qui a découragé pendant longtemps aussi voilà, les gens qui sont dans la diaspora pour pouvoir investir dans notre pays. Venir dans son propre pays, il faut une invitation, il faut une prise en charge. Donc c'est pourquoi nous jugeons vraiment opportun de modifier cette loi pour que nous puissions avoir officiellement, donc avoir plusieurs nationalités. Comme ça n'exclut pas les Congolais qui sont allés à l'extérieur et même nos enfants, soit les enfants qui naissent là-bas, qui ont des nationalités étrangères, qu'ils puissent rentrer librement au Congo et investir ou s'installer, faire des affaires, travailler, comme ça s'est fait dans d'autres pays du monde. Voilà. Donc au niveau voilà, vous avez parlé des investissements, c'est toute une question à discuter, peut-être qui va nous prendre aussi beaucoup de temps, parce que si vous le savez, personne n'est sans ignorer qu'on a longtemps donné plus des avantages aux
aux étrangers qu'aux Congolais dans ces pays. Ce qu'on on appelle les expatriés sont plus privilégiés dans le milieu des affaires que voilà, le Congolais, les fils du pays. Que pense à Congo pour l'entrepreneuriat des jeunes? Nous pensons que l'entrepreneuriat des jeunes, c'est très important. Déjà, ça part de l'éducation, le système éducatif qu'on a eu dans notre pays. C'est aussi des choses à changer, c'est aussi des choses à modifier, parce qu'on a eu un système éducatif qui ne prépare que les gens pour aller demander de l'emploi dans un pays où on ne crée pas de l'emploi. Quand on va étudier, tout le monde finit ses études. L'État a promis 1 million d'emplois. Oui, promettre, c'est une idée, il a sa vision. Quand on vient en tant que dirigeant, on a sa vision, on peut promettre, mais c'est maintenant au niveau de la concrétisation, la réalisation. On peut avoir une idée, mais quel est le planning qu'on a pour la concrétisation de ces projets? C'est pourquoi nous pensons à Congo, nous mettons en avant la technologie plutôt, et la science qui va nous permettre de lancer aussi ce qu'on appelle l'entrepreneuriat dans notre pays. Mais, comme je disais, nous avons besoin de réformer notre système éducatif qui ne prépare pas que les étudiants pour aller chercher de l'emploi, mais plutôt pour aussi avoir cet esprit créatif de créer des emplois. Parce que quand on crée des emplois, même si je donne des emplois à 10 personnes, c'est déjà beaucoup. Si moi je donne à 10 personnes, il y a une autre personne qui donne à 20, et ainsi de suite. Ça permet de générer des emplois dans le pays, et ça va résoudre aussi quelques situations au niveau social, etc. Quelle est votre part alors, votre parti politique? Quelle est sa part par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes? Donc, nous, par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes, je l'ai dit déjà, premièrement, on doit commencer par la réforme au niveau de l'éducation, avoir un système qui nous permet de préparer le jeune dans la création des entreprises, tout d'abord, même au niveau éducatif. Au-delà de ça, nous devons mettre en place un système qui favorise, qui favorise l'accompagnement. Je sais qu'il y a, il y a des fonds déjà qui existent, mais est-ce que ces fonds-là mettent en pratique leur politique? Est-ce que ce n'est pas privilégié qu'à un petit nombre de gens? S'il y a un budget qui est déjà prévu pour le fonds de la promotion pour la promotion de l'industrie, etc., nous devons mettre un fonds qui est plus élevé, qui va permettre d'accompagner le jeune qui ont de belles idées. Moi, je vois souvent sur les réseaux sociaux où on voit un jeune, par exemple, qui invente quelque chose ou qui crée quelque chose, mais ça passe inaperçu. Mais quand on voit sur les réseaux sociaux un jeune qui chante ou qui fait quelque chose d'autre, c'est tout le monde qui va derrière, on applaudit et puis on donne de l'argent. Mais les inventeurs, de créateurs que nous avons, qui sortent des part et d'autre dans notre pays, que faisons-nous? C'est à travers de ces jeunes-là que nous allons obtenir des emplois. Parce que s'il y a un jeune qui, par exemple, qui invente ou soit qui crée un générateur, par exemple, qui utilise de l'eau, par exemple, ces jeunes-là peuvent donner de l'emploi à plusieurs personnes qui vont commencer à travailler dans cette entreprise. C'est pourquoi l'État a ce devoir-là d'accompagner le jeune qui ont des idées, mais aussi à donner des prêts aux jeunes. Je sais que la situation est un peu compliquée, c'est pas toujours la même chose par rapport à ce qu'on vit en Europe, mais on peut mettre en place un système de suivi, un système de contrôle. L'État peut investir, soit peut donner des prêts, mais tout en accompagnant ces jeunes-là, tout en faisant un contrôle efficace qui va permettre qu'il n'y ait pas de bavure, qu'on ne déroute pas avec le fonds investi. Pourquoi? Parce que l'État aussi va percevoir des taxes, etc., à travers ce qui va se faire dans ces entreprises-là. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est pourquoi il nous faut cette bonne politique qui va nous permettre, dans ce sens-là, de soutenir les entrepreneurs en finançant leurs projets. Et voilà.
Les social des Congolais, ça ne marche pas. Le panier de la ménagère souffre. Au jour le jour, il y a augmentation. D'ailleurs, depuis qu'il y a eu augmentation du dollar américain, c'est à 28. Que pensez-vous de cette situation? La situation sociale du pays va de pire en pire. Je pense que c'est une question déjà des décennies où le Congolais n'arrive pas à sourire. N'arrive pas à sourire. Il y a que des crises en crise, voilà, des années, plusieurs années comme ça. Je pense que il y a beaucoup à faire au niveau du social du Congolais. Déjà parce qu'on n'a pas une vision, on n'a pas un programme qu'il faut pour nous permettre d'améliorer la situation sociale des Congolais. Pourquoi? Parce que nous avons toujours tendance à rester, à croiser le bras, à consommer tout ce qui vient de l'étranger, mais on n'a pas la vision de la production. C'est pourquoi nous, à Congo, nous voulons mettre en avant la production locale, la production nationale. Parce qu'on ne peut pas résoudre la situation de la crise sociale dans notre pays pendant qu'on ne produit pas. Parce que quand on consomme tout ce qui vient de l'étranger, et pour avoir le produit qui vient de l'étranger, il nous faut des devises. Voilà, des devises étrangères pour acheter des produits. Et quand, voilà, la devise, il y a flambé au niveau de, voilà, j'allais dire, quand la monnaie, notre monnaie perd sa valeur, déjà, ça nous donne beaucoup de désavantages parce qu'on n'arrive pas à acheter des biens comme il faut. Alors, pour pouvoir remédier à cette situation, nous devons nous lancer dans la production. Parce que nous, en tant que peuple du Congo, on a tout ce qu'il faut. Donc, on ne peut pas consommer, par exemple, se mettre à consommer le riz, les haricots, etc., qui viennent de l'étranger pendant que nous avons des terres arables, là où on peut cultiver. Il y a des hectares et des hectares qui sont vides, là où on peut cultiver. Mais non, il nous faut une bonne politique. Il faut construire des routes pour acheminer le dessert agricole. Ça va nous faciliter la tâche. On met des moyens en jeu pour pouvoir promouvoir l'agriculture. Déjà, ça fait partie aussi du système éducatif. Vous étiez au courant lorsque, c'était au premier mandat, il y a eu un ministre qui devait nous apporter de poulet béton ici. Il y a eu des millions qui se sont volatilisés pour nous apporter des poissons venant de Namibie. C'est vraiment une honte nationale. Et puis à un moment, c'est Vital Kamerhe, lorsqu'il était ministre de l'économie, il est allé en Zambie pour négocier les maïs, pendant que nous avions des terres arables ici dans notre pays. Malheureusement, il n'y a pas d'initiative. Les gens sont plus focalisés sur le coltan, sur le minerai. Voilà, c'est pourquoi la vision de notre mouvement politique panafricain à Congo, c'est tout d'abord promouvoir la production nationale. C'est une honte en tant que Congo, en tant que Congolais, d'aller acheter des poissons qui viennent d'un autre pays pendant que nous avons le lac le plus poissonné. Depuis longtemps, on nous vante du lac le plus poissonné que nous n'arrivons pas à utiliser. Je ne sais pas si nous avons une politique qui met en avant l'industrie de la pêche, ou soit l'industrie agricole. Je pense qu'on n'a pas une politique. L'agriculture, c'est un secteur qui est négligé. C'est pourquoi nous, à Congo, nous pensons que nous devons mettre en avant tout d'abord l'agriculture. Il y a des pays aujourd'hui que nous envions, comme la Chine. Ils se sont servis de l'agriculture, premièrement, pour développer leur pays. Mais nous qui avons des terres arables, on peut cultiver partout. On n'a pas une politique. Déjà, ça commence dans la mentalité de la population. Ça commence par rapport au programme éducationnel, au programme scolaire que nous avons. Dans le programme scolaire, quelle est la place de l'agriculture dans notre programme scolaire? Je ne sais pas. Quelle est la place de la pêche? C'est des métiers qui sont relégués au second plan. Nous, quand on a grandi ici à Kinshasa, donc les gens qui viennent de l'extérieur de la province, qui nous amènent de produits agricoles, etc., qui nourrissaient Kinshasa,
Quand ils arrivaient à Kinshasa, les Kinois, voilà, ils scandaient Baye, Baye, Baouta, Baye, Baouta, Baye. Mais c'est eux qui nous nourrissaient. Pourquoi? Parce que pour nous, on n'a pas eu une éducation, ou soit il n'y a pas un programme scolaire qui préparait les gens par rapport à l'agriculture, qui donnait, ou soit qui mettait en valeur l'agriculture, la pêche, etc. Alors que pour être en mesure de travailler, on doit se nourrir, premièrement, on doit avoir la force. Donc, on doit favoriser, on doit mettre en avant tout d'abord l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture, c'est un grand ministère où on doit mettre beaucoup de moyens. Mettre beaucoup de moyens sous la surveillance, sous un bon contrôle, pour que les moyens ne puissent pas se volatiliser comme on a toujours l'habitude de voir des millions qui disparaissent, etc. Donc, pour nous, dans le Congo, c'est ce que nous devons avoir comme priorité, l'agriculture. La pêche, l'industrie, donc l'industrialisation, la science, la technologie, nous mettons ça ensemble, ça va nous permettre de produire, ça va nous permettre de créer et d'être fort, développer notre pays. Comment vous trouvez la gestion de Félix Tshisekedi? La gestion du président Félix Tshisekedi, ça se voit à travers le résultat. Donc si vous êtes en mesure de détecter que la situation sociale va de pire en pire, ce qui signifie qu'au niveau social, il y a l'échec au niveau du régime. Donc le régime a beaucoup à donner à la population parce que le régime actuel bénéficie du pays. Mais qu'est-ce que le régime donne à la population congolaise? Le régime ne donne pas ce qu'il faut à la population congolaise, surtout sur le plan social, comme on est en train de le dire, parce que c'est une priorité. Pourquoi on doit commencer à rester comme ça dans un pays pendant plusieurs années? On continue à pleurer de la même chose. Moi, quand j'étais petit, j'ai grandi à Kinshasa. Donc, le problème de l'électricité existait toujours. Le problème de l'eau existait toujours. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des solutions. Je ne sais pas si on n'est pas en mesure de créer, soit de fabriquer de pompes qui vont nous permettre de pouvoir donner de l'eau, etc., distribuer de l'eau à la population. Parce qu'on n'a pas l'esprit de la création, on n'a pas l'esprit de la production, même tout ce qu'on a qui nous permettent plutôt de donner de l'électricité, de distribuer l'électricité à la population. On utilise tout le matériel qui ne vient que de l'étranger, alors que nous avons la possibilité de fabriquer des câbles en grande quantité dans notre pays, avec tout ce qu'on a, avec le cuivre qu'on a, etc. Donc, on a la possibilité, avec, voilà, de créer ou soit de produire de tuyaux qui vont distribuer de l'eau à la population. Mais est-ce qu'on a une politique par rapport à ça? Nous, chez nous, la première des choses, on pense toujours à demander des fonds qui viennent de l'extérieur, pendant que nous avons la possibilité de le faire. Et puis, quand on a des fonds qui viennent de l'extérieur, les fonds s'envolent comme ça, sans pour autant faire le travail qu'il faut. Et voilà, nous tendons vers la fin de l'émission. J'aimerais un peu que nous parlions sur la gestion de la ville de Kinshasa. Vous êtes arrivé, comment vous avez trouvé la ville de Kinshasa? Il y a le chaos dans la ville de Kinshasa. Moi, j'étais ici l'année passée à plusieurs reprises. Ce que je vois aujourd'hui, c'est encore pire. Il y a le chaos dans la ville de Kinshasa, parce que c'est le même problème que nous rencontrons même jusqu'aujourd'hui. Il y a le problème, comme je venais de le dire, le problème de l'électricité, le problème de l'eau, le problème des embouteillages, l'insécurité, l'insalubrité, n'en parlons même pas. C'est de pire en pire. Ce qui signifie, qui nous montre clairement que la gestion au niveau de la ville ne donne pas jusqu'aujourd'hui. Si ils ont des projets à faire pour résoudre le problème de la ville, on doit sentir parce qu'on ne compte que quelqu'un par rapport aux résultats que nous observons, que nous voyons dans la société actuelle. Mais Kinshasa aujourd'hui devient invivable dans plusieurs sens. L'insécurité, au niveau de l'insalubrité surtout, un très grand chantier que nous devons faire. Mais
pour pouvoir nettoyer nos villes, je ne pense pas que c'est de la magie. Même si c'était de la magie, il y a des gens, moi je sais qu'il y a des gens qui font de la magie, c'est ce qu'on appelle, si réellement ça existe. Est-ce que Kinshasa a déjà eu, en fait, parlons de ce régime, on a eu un gouverneur selon son profil? Pour moi, il n'y a pas encore de gouverneur selon le profil qu'il faut jusque-là. Bon, comme je disais, on juge quelqu'un par rapport aux résultats. Donc, s'il y avait de bons résultats, on pouvait dire qu'on a eu de gouverneurs qui avaient de profils qui correspondaient voilà, aux besoins de la ville. Mais jusque-là, le résultat est palpable. D'ailleurs, moi, je ne peux pas même dire quelque chose par rapport à ça parce que c'est palpable. Tout le monde voit ça. Tout le monde, voilà, c'est clair. C'est visible, la gestion de la ville de Kinshasa à plusieurs reprises pendant plusieurs années. Voilà, c'est des éléments aussi que nous devons revoir dans notre constitution déjà au niveau des élections indirectes. C'est pourquoi nous disons c'est important. On doit pas faire une politique des émotions, etc. Mais on doit voir l'intérêt de notre pays. Donc on doit penser au niveau des élections parce que pour moi, ce qu'on appelle des représentants du peuple ne sont pas généralement des représentants du peuple. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent au niveau des gouvernorats, au niveau du Sénat, etc. Pourquoi? C'est des élections aussi indirectes. Des élections indirectes qui sont généralement truquées, où il y a beaucoup de gens qui sont corrompus, qui votent par rapport à ce qu'ils reçoivent, etc. Mais est-ce que ces dirigeants, ou soit ces représentants, les députés provinciaux, etc., pour élire les sénateurs, pour élire des gouverneurs plutôt, est-ce qu'ils consultent leur population? Parce qu'ils sont mandatés par la population. Moi, si j'étais député, par exemple, si j'étais député provincial ou député national, des grandes questions pareilles, comme on m'a mandaté par ma circonscription, je dois rentrer dans ma circonscription. S'il faut élire le gouverneur, je dois aller demander à ma circonscription. Bilobolo Binini, qu'est-ce que vous pensez? Qui est-ce que vous voulez que je vote pour? C'est ça qui devait se faire. C'est pourquoi il y a lieu, comme il n'y a pas de conscience au niveau des gens qui sont élus, il n'y a pas cette conscience-là, nous devons revoir, proposer d'autres formes qui vont nous permettre d'avoir des dirigeants qu'il faut dans le poste de gouverneur, etc. Et voilà, nous sommes déjà presque à la fin de l'émission, mais j'aimerais un peu que nous abordions cette question en bref de mots sur la peine de mort adoptée par le ministère de la Justice sur les Kuluna. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est des mesures qui sont importantes dans notre pays parce que du jour au jour, on suit des images, des reportages où les Kuluna tuent par-ci, par-là. Ils font la loi, ils sèment la désolation. Dernièrement, j'ai vu un bébé qui était violé. C'était vraiment triste. Arriver à ces points, c'est vraiment, vraiment triste. Nous devons trouver des solutions qu'il faut. Moi, je pense que la peine de mort peut être une solution qui peut aussi réduire, soit éradiquer ces phénomènes de Kuluna. Donc, c'est important parce que dans plusieurs pays aussi, il y avait la délinquance. Moi, je sais que parfois, je travaille en Angola, etc. Et l'Angola, après la guerre, il y avait plusieurs personnes qui avaient des armes dans leur maison. Et le banditisme avait atteint un niveau élevé en Angola. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à éradiquer ces systèmes parce qu'ils ont mis ils ont pris des décisions vraiment sévères qui ont fait que l'on puisse éradiquer ces systèmes. Moi, je pense qu'on doit appliquer cette loi, parce que quand il y a des lois qui sont déjà prévues pour des gens qui tuent, etc., je pense qu'il y a des peines de mort. C'est vrai que on avait aboli, mais généralement, il y a la loi qui est là, qui va analyser si le Kuluna, je pense que ce n'est pas tous les Kuluna qui seront condamnés à mort. Je pense que ça va dépendre des cas et des cas. Merci. Veuillez regarder la caméra. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Pour nous, c'est vraiment important de partager ces moments avec le public. Donc, notre mouvement politique à Congo, et là, vient de naître
avec notre vision pour le mieux-être de la population, pour développer notre pays en se servant de la technologie, la science. Donc voilà, nous vous invitons à nous rejoindre et nous organisons une marche de salubrité, ce que nous appelons la marche Bopeto, qui sera organisée le 14 de ce mois, le 14 décembre, dans notre base de Petit Pont, donc au niveau de 24 novembre, avant la prison. J'espère que Kinactu sera invité pour le reportage. Nous vous invitons, donc vous êtes déjà invités avec plaisir. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous M. Nekunda Yaba. Nekunda Laba. Laba, excusez-moi. Président d'un parti politique à Congo, un parti panafricaniste. On a parlé sur plusieurs questions. Son parti, la révision ou le changement de la Constitution, la gestion de la vie de Kinshasa et d'autres questions. C'est une émission à bâton rompu. C'était pour nous un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Et voilà, merci à Enoch Mbala, merci à Des Anges, merci à vous qui nous suivez depuis le quartier Sebo, merci à vous Nathan Koyangele, Chadra Koyangele, et puis Doudou Lita. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.